Je m'appelle Élodie Martin, j'ai 34 ans et, je ne sais pas trop quand cela a commencé, mais ma famille a décidé que mon temps libre lui appartenait de plein droit. Ma sœur sait pertinemment que je prépare mes vacances de printemps depuis des mois, elle sait que j'ai posé mes congés, réservé les billets d'avion avec des amis et que je comptais les jours sur mon calendrier, et pourtant, elle a annoncé tout naturellement que sa nounou l'avait lâché et que ce serait moi qui garderais ses enfants à la place. Ce n'était pas une question, c'était une décision unilatérale lâchée au beau milieu d'un dîner chez mes parents, comme si mon voyage n'était qu'un plan insignifiant qu'elle pouvait annuler d'un claquement de doigts. Mes parents n'ont pas eu l'air surpris, ils se sont simplement tournés vers moi, attendant la même réponse docile que j'avais donnée trop souvent par le passé, mais cette fois, j'ai dit non. Je n'ai pas haussé le ton ni énuméré tout ce que je perdrais financièrement, j'ai simplement dit que je partais en vacances comme prévu et que je ne resterais pas ici pour faire du babysitting. Le visage de ma sœur a viré au rouge d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant, le genre de colère qui signifie « tu viens d'enfreindre une règle familiale tacite », et c'est là que mon père est intervenu, la voix dure, me demandant pourquoi j'étais si égoïste et pourquoi je ne pensais qu'à moi. Je n'ai pas cherché à argumenter, j'ai pris mon sac, je suis sorti et j'ai conduit jusqu'à chez moi, le cœur battant si fort que mes mains tremblaient sur le volant. Le lendemain matin, ils ont débarqué devant ma porte avec les enfants. Avant de vous raconter ce qu'elle a dit et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi quelle heure est-il pour vous en ce moment et d'où regardez-vous cette vidéo? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Quelques soirs avant cette confrontation chaotique, ma vie semblait encore presque normale, je travaille près de l'aéroport de Nice-Côte d'Azur dans un boulot qui bouffe toute mon énergie et mes week-ends si je ne fais pas attention, donc prévoir une vraie pause me semblait presque impossible depuis des années. Ce voyage de printemps avait commencé comme une blague dans un groupe WhatsApp avec des amis de fac et c'est devenu doucement une réalité, avec des alertes de prix pour les vols, le partage d'une location en bord de mer en Grèce et des débats pour savoir qui cuisinerait quel soir. J'avais échangé mes quarts de travail, supplié pour avoir ces dates précises et regardé mon solde de congé diminuer sur le portail de l'entreprise jour après jour. Ma sœur aînée, Delphine, connaissait chaque détail parce que j'étais assez excité pour tout lui raconter, je lui parlais de la compagnie aérienne, de l'heure matinale du vol et du fait que je devrais quitter mon appartement avant l'aube pour rejoindre l'aéroport. Elle écoutait, posait des questions pratiques sur le poids des bagages et l'assurance voyage, sans jamais laisser entendre une seule fois que mes plans pourraient lui poser problème, mais le truc, c'est que Delphine me traitait comme sa nounou attitrée bien avant que ce voyage n'existe. Quand elle a eu ses enfants, ça a commencé petit, elle appelait pour demander si je pouvais passer une heure pour qu'elle puisse faire une course seule, et je me disais que ce n'était pas grand-chose. Une heure s'est transformée en un samedi après-midi, puis en des soirées entières où je me retrouvais seul sur son canapé avec des dessins animés en fond pendant qu'elle sortait tard avec son mari, et mes parents me voyaient si souvent avec les enfants qu'ils ont simplement intégré cela dans la dynamique familiale. Quand ils parlaient du besoin de repos de Delphine, mon nom était toujours la réponse qui flottait dans l'air. Je vis seul, je n'ai pas d'enfant, je loue un T2 au lieu d'une maison, donc dans leur esprit, mon temps doit valoir moins cher que le sien. Au cours de la dernière année, j'avais commencé à prendre mes distances, j'ai arrêté de dire oui automatiquement, j'ai laissé certains appels aller sur ma messagerie et j'ai dit à Delphine que je ne pouvais pas garder les petits l'éveil de travail quand je commençais tôt le lendemain. Elle n'a pas aimé ce changement, le ton de ses messages est passé de reconnaissant à impatient, et elle a commencé à m'envoyer des plannings au lieu de me poser des questions, comme si mon agenda n'existait que pour combler les trous du sien. Il y a eu un soir qui aurait dû m'avertir jusqu'où elle était prête à aller, je m'apprêtais à me connecter pour une formation en ligne obligatoire quand elle a appelé, la voix déjà en mode crise, disant que son mode de garde de secours avait échoué et qu'elle était déjà à moitié sortie de chez elle. Avant que je puisse comprendre ce qu'elle voulait dire, on a frappé à la porte de mon appartement et 2 petits sacs à dos ont atterri sur mon paillasson. Ma formation a fini par tourner en arrière-plan sans le son pendant que je distribuais des gâteaux et essayais d'empêcher les enfants de se battre pour une tablette, et Delphine les a récupérés 3 heures plus tard, joyeuse et fatiguée, me remerciant comme si elle m'avait juste emprunté un pull. Après ça, j'ai essayé d'être plus direct, je lui ai dit qu'il me fallait au moins un jour de préavis si elle voulait mon aide, que mon travail ne me permettait pas de tout lâcher juste parce qu'elle décidait de quitter la maison. Elle a hoché la tête, dit qu'elle comprenait, et une semaine plus tard, elle m'envoyait par texto « Tu es la seule à qui je confie les enfants en toute confiance », et chaque fois que j'hésitais, ça cessait de ressembler à un compliment pour devenir un avertissement. Au moment où les vacances de printemps approchaient, je protégeais cette semaine comme si c'était la dernière bonne chose qui m'attendait, j'avais une liste scotchée sur mon frigo avec tout ce que je devais emporter, des alarmes réglées sur mon téléphone pour l'enregistrement du vol et un VTC déjà réservé pour m'emmener à l'aéroport avant l'aube. Mes collègues savaient que je serais absente,
Mon chef avait validé et mes amis continuaient d'envoyer des captures d'écran du compte à rebours. Mes parents ne voyaient presque jamais les moments où j'étais épuisé, ils entendaient juste que j'étais chez ma sœur et supposaient qu'on passait simplement du temps ensemble, et les rares fois où je mentionnais ma fatigue, ma mère me rappelait que Delphine avait 2 enfants en bas âge et mon père disait que j'étais doué avec eux, comme si ça réglait tout. Personne ne demandait ce que j'avais sacrifié pour être là, personne ne se demandait si j'avais envie d'un week-end qui ne tournerait pas autour de l'heure du coucher de quelqu'un d'autre et des horaires de sortie d'école. Le dernier dimanche avant mon voyage, mes parents ont invité tout le monde à déjeuner chez eux, ils font ça souvent, ils aiment prétendre que nous sommes encore une famille simple qui peut s'asseoir autour d'une table et parler de choses banales. Je suis arrivé fatigué d'une longue semaine, mais déterminé à garder l'ambiance calme. Je m'étais déjà promis de ne pas parler du voyage à moins que quelqu'un d'autre ne le fasse, je voulais juste une après-midi tranquille avant que tout ne s'arrange ou ne s'effondre. Ma sœur est arrivée plus tard que tout le monde avec les 2 enfants accrochés à ses jambes et un sac de course pendant à une main, elle a posé le sac sur le comptoir, salué nos parents et s'est glissée dans leur rythme habituel comme si elle n'avait pas passé l'année dernière à traiter mon temps comme une extension de son agenda. Je gardais les yeux sur la salade que je mélangeais, me rappelant que je partais dans quelques jours et que je n'avais qu'à survivre à une réunion de famille de plus. Nous avons mangé dans le salon avec la télévision en fond sonore, la conversation oscillait entre la météo et les travaux sur la promenade des Anglais, et j'attendais le moment où le sujet changerait. Et ça n'a pas raté. Quand ma sœur s'est adossée au canapé et a annoncé que sa babysitter avait annulé et que les vacances scolaires seraient un enfer à moins que quelqu'un n'intervienne, elle ne m'a pas regardé en le disant, elle n'en avait pas besoin. Le silence qui a suivi était familier, cet espace calme où tout le monde fait semblant de réfléchir en attendant que je prenne la parole. Mes parents ont échangé un regard, l'un des enfants a demandé plus de jus de fruits, le son de la télévision a rempli le silence jusqu'à ce qu'il semble être le seul bruit dans la pièce. Je leur ai dit que je partais toujours en voyage, ma voix est sortie stable, presque plate. Je leur ai rappelé que mes vols étaient réservés, que mes jours de congé étaient validés et que mes plans étaient fixés. Je ne me suis pas excusé, je n'ai pas proposé de compromis, je l'ai juste énoncé comme un fait concernant ma vie que personne d'autre n'avait le droit de réécrire cette fois-ci. L'atmosphère a changé, ma sœur a fini par tourner la tête vers moi, l'expression tendue d'une manière qui m'a noué l'estomac, et elle a commencé à énumérer les raisons pour lesquelles elle avait besoin d'aide. Il n'y avait pas école, son mari était d'astreinte, l'argent était serré, la garde d'enfants dans notre région coûtait plus cher qu'il ne pouvait se le permettre. Chaque phrase s'empilait sur la précédente comme des preuves dans un procès où le verdict avait déjà été rendu, et à la fin, elle a dit qu'elle pensait que la famille était censée être là quand c'était important. Mon père a posé son assiette sur la table basse, il m'a regardé comme il le faisait quand j'étais adolescente et que je rentrais après le couvre-feu, comme si j'avais franchi une ligne dont j'ignorais l'existence, et il m'a dit que j'étais égoïste, que je ne pensais qu'à des vacances et pas aux responsabilités ici à la maison. Il n'a pas demandé pourquoi j'étais si fatigué, il n'a pas demandé ce dont j'avais besoin, tout ce qu'il voulait, c'était que je dise que j'allais annuler. Ma mère a essayé d'arrondir les angles de la manière douce qu'elle utilise toujours, disant que tout le monde était stressé et qu'on pourrait trouver une solution si j'étais flexible. Le mot flexible a atterri comme une pierre dans ma poitrine, car dans notre famille, ce mot a toujours signifié que c'était à moi de plier. J'ai posé ma fourchette et croisé les mains sur mes genoux pour que personne ne voie à quel point elle tremblait, et je leur ai dit aussi calmement que possible que je n'annulerais rien et que ma réponse n'allait pas changer. J'ai ajouté que j'étais heureuse de voir les enfants aux anniversaires et aux fêtes, mais que ma vie ne pouvait plus tourner autour du babysitting d'urgence. Personne n'a parlé pendant un long moment, la télévision continuait de jouer, ma sœur me fixait comme si elle ne reconnaissait pas la personne assise en face d'elle. J'ai rassemblé mes affaires sans me précipiter et je me suis levé. Mon père a ouvert la bouche comme s'il voulait ajouter quelque chose, puis l'a refermée quand je n'ai pas détourné le regard. J'ai remercié ma mère pour le repas, j'ai serré l'un des enfants dans mes bras quand il a couru vers moi et je suis sorti vers ma voiture, mes clés déjà à la main. Le soir après ce déjeuner, j'ai enfin pu expirer. De retour dans mon appartement, le silence semblait plus lourd que le trajet du retour. J'ai jeté mes clés dans la petite coupelle en céramique près de l'entrée et je suis resté là un instant, écoutant le bourdonnement sourd de la circulation en direction de l'aéroport. Au-delà des immeubles, le clignotement faible des lumières de la piste allait et venait, et chacune me rappelait qu'il y avait encore une issue à tout cela si je tenais bon. Je me suis dit que dire non devant ma famille avait été la partie difficile, mais mon téléphone n'était pas d'accord. Dès que je l'ai posé sur le comptoir, il a commencé à vibrer par rafales courtes et impatientes. Le premier message venait de ma sœur, un bloc de texte unique qui remplissait l'écran, elle écrivait sur la fermeture des écoles, les gardes de son mari,
son épuisement et le fait que personne ne comprenait à quoi ressemblaient ses journées. Ça continuait encore et encore jusqu'à ce que les mots se brouillent, et quelque part au milieu, elle disait qu'elle n'arrivait pas à croire que je choisisse un voyage plutôt qu'une vraie responsabilité, et qu'elle ne savait plus qui j'étais. Il n'y avait rien sur les années que j'avais déjà réorganisées autour d'elle. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone face contre table comme s'il risquait de brûler un trou dans le comptoir si je le fixais plus longtemps. Toute réponse que j'enverrais à ce moment-là sonnerait soit comme une excuse, soit comme une attaque, et j'avais fini de vivre dans ces 2 extrêmes. Au lieu de ça, j'ai rempli la bouilloire, attendu que l'eau bouille et je me suis assise à ma petite table de cuisine avec une tasse de thé et la liste de bagages scotchés sur le frigo, passeport, chargeur, écouteurs, trousse de toilette. Voir mes propres priorités écrites de ma main me calmait d'une manière qu'aucune conversation n'avait jamais réussi à faire. Quand j'ai finalement repris le téléphone, le groupe WhatsApp familial s'était transformé en un hall de gare bondé. Ma mère avait ajouté des messages disant que tout le monde était stressé et qu'on devrait faire un pas l'un vers l'autre. Mon père avait écrit qu'il fallait être réaliste et penser à ce qui était le mieux pour les enfants, et dans son esprit, être réaliste signifiait généralement que c'était moi qui devais renoncer à quelque chose. Ma sœur avait balancé une photo du calendrier scolaire dans le chat, avec des cercles autour des jours de congé, comme un argument visuel qu'elle pensait suffisant pour clore le débat. Je n'ai pas répondu là-bas. J'ai ouvert un nouveau message adressé à ma sœur uniquement. J'ai tapé que je serais hors de la ville pour les vacances aux dates que je lui avais déjà données, que je ne prendrais pas en charge la garde des enfants cette semaine-là et qu'elle devait trouver une autre solution. Les mots semblaient raides sur l'écran, presque comme s'ils appartenaient à un email professionnel, mais au moins ils étaient clairs. J'ai relu le message plusieurs fois, vérifiant s'il n'y avait pas de faille qu'elle pourrait transformer en permission plus tard, puis j'ai appuyé sur envoyer. L'indicateur de saisie est apparu et a disparu sans réponse. Quand quelque chose est finalement apparu, c'était de retour dans le fil de discussion familiale, pas dans notre conversation privée. Ma sœur a posté une longue explication sur la façon dont elle avait tout essayé, comment certaines personnes refusaient d'aider, à quel point c'était dur d'être mère quand les autres ne prenaient pas leurs responsabilités. Elle n'a jamais utilisé mon nom, mais chaque ligne pointait directement vers moi. Quelques cousins ont ajouté de petites réactions, l'équivalent numérique de hocher la tête depuis la touche. J'ai activé le mode ne pas déranger et éteint la lumière principale, ne laissant que la lueur douce de l'extérieur s'étirer sur le sol. L'appartement semblait plus calme quand je me concentrais sur de petites tâches au lieu de grandes émotions. J'ai sorti ma valise du placard, je l'ai ouverte sur le lit et j'ai plié mes vêtements en piles nettes et délibérées. Chaque chemise et chaque jean ressemblaient à une petite promesse envers moi-même que je partais bel et bien. Plus tard, quand ma carte d'embarquement est devenue disponible, je me suis enregistré à la seconde où l'application de la compagnie aérienne l'a permis. Voir mon nom et mon numéro de siège apparaître sur l'écran, c'était comme voir une porte se verrouiller. J'en ai imprimé une copie et je l'ai glissée dans la poche avant de mon sac à dos, puis j'ai revérifié les alarmes sur mon téléphone pour le matin de mon départ à l'aéroport. Plus ces détails devenaient concrets, moins il y avait de place pour que les plans de quelqu'un d'autre s'infiltrent. Le sommeil a pris son temps, je suis resté allongé sur les couvertures, écoutant les moteurs lointains des avions monter dans le ciel, essayant de ne pas rejouer chaque phrase du déjeuner. Le groupe de discussion est resté silencieux, une bulle de conversation grise que je refusais d'ouvrir à nouveau. J'ai fixé le plafond et compté les nuits restantes avant le début des vacances, me rappelant à chaque fois que j'avais déjà choisi à quoi ressemblerait cette semaine pour moi. Le lendemain au travail, la concentration ressemblait à quelque chose que je devais mériter plutôt qu'à quelque chose de naturel. Mon téléphone s'allumait sur le bureau toutes les quelques minutes jusqu'à ce que je finisse par le retourner et l'enfouir sous une pile de dossiers. À l'heure du déjeuner, la curiosité l'a emporté, j'ai déverrouillé l'écran et vu une nouvelle image de ma sœur qui m'attendait en haut de notre fil. C'était une photo d'un emploi du temps écrit à la main pour toute la semaine de vacances. Mon nom figurait dans les marges de chaque jour, griffonné du matin jusqu'au soir. En dessous, elle avait gribouillé des notes sur les heures de dépose, les rituels du coucher, les goûters préférés. Il y avait des flèches, des cercles et des petites étoiles à côté des activités qu'elle s'attendait clairement à ce que je gère. Il n'y avait pas un seul point d'interrogation sur toute la page. Une colère lente et épuisée s'est installée dans ma poitrine. J'ai fermé l'image et mis la conversation en sourdine. Ensuite, j'ai ouvert le portail des résidents de mon immeuble et j'ai fait défiler le règlement de copropriété avec un niveau de concentration que je n'avais pas réussi à atteindre de toute la journée. Caché entre des notes sur le ramassage des ordures et les permis de stationnement, il y avait des lignes sur le flanage dans les parties communes,
sur le fait de laisser des mineurs sans surveillance et sur les responsabilités des résidents lorsque quelqu'un essayait de transformer leur palier en salle d'attente. Pour la première fois, je me suis permis de réfléchir calmement à ce que je ferais si ma sœur décidait de se présenter à mon appartement pour essayer de me refiler la semaine de toute façon. Le matin que je redoutais est finalement arrivé. Je me suis réveillé avant mon alarme tandis que le faible grondement des avions montait et s'estompait dehors. L'immeuble était immobile, le couloir silencieux, mais mon corps était en alerte maximale. J'ai enfilé un jean et un sweatshirt et j'ai regardé le verrou fermé. La note sur la table d'entrée attendait à côté de ma valise. La veille au soir, j'étais descendu à la loge du gardien avec mes nerfs dissimulés derrière des questions neutres. Le syndic était déjà parti, mais la gardienne, une femme nommée Valérie, était encore à son bureau. J'ai demandé ce que les locataires étaient censés faire si quelqu'un essayait de laisser des enfants dans le couloir devant un appartement. La réponse de Valérie a été calme et pratique, les résidents n'étaient pas tenus d'accepter des enfants qu'ils n'avaient pas accepté de garder, les mineurs ne devaient pas être laissés sans surveillance, et si cela se produisait, l'immeuble attendait de vous que vous appeliez à l'aide, pas que vous absorbiez le problème en silence. Entendre cela énoncé en termes simples m'a fait quelque chose, ma famille avait traité ma réticence comme un défaut de caractère, mais en quelques phrases, Valérie a clairement indiqué que ce que je voulais n'était pas dramatique, c'était une sécurité de base. De retour là-haut, je me suis assise à ma petite table et j'ai écrit le mot. Je suis restée tranchante et simple. J'ai écrit que je n'assurerais pas la garde des enfants pendant les vacances, que laisser les enfants devant mon appartement en partant serait considéré comme un abandon dans un couloir et que je contacterais la gestion de l'immeuble et, si nécessaire, demanderais une intervention de la police pour un signalement. J'ai écarté toute tentation d'expliquer ou de m'excuser, il n'y avait que des limites et des conséquences. Rien que ma sœur ne puisse tordre en une demi-promesse plus tard. Dans la lumière grise et fine, j'ai glissé la page pliée dans une enveloppe et je l'ai posée près de la porte. Ma valise était prête, le sac à dos appuyé contre elle, la carte d'embarquement imprimée et rangée à l'intérieur. Le bruit de l'ascenseur atteignant mon étage a coupé le silence. Un instant plus tard, j'ai entendu le traînement de petits pieds, le frottement de sacs et le murmure bas de voix d'adulte. Ils se sont arrêtés juste devant. Des coups ont frappé le bois selon un rythme que je connaissais par cœur. Je n'ai pas répondu. Les coups ont recommencé, plus fort cette fois, suivi du bruit sourd de quelque chose posé près du seuil. À travers l'œilleton, j'ai vu deux sacs à dos alignés contre ma porte et le sommet de deux petites têtes. Ma sœur se tenait au-dessus d'eux, la mâchoire serrée, son mari à côté d'elle avec une main sur la poignée d'une valise. J'ai senti mon pouls bondir, puis je l'ai calmé en me concentrant sur l'enveloppe dans ma main. Je me suis penché et je l'ai glissé sous la porte, regardant le bord blanc disparaître vers leurs chaussures. Ma sœur l'a ramassée et l'a ouverte dans le couloir. Ses yeux ont parcouru la page. La confusion a traversé son visage d'abord, puis une incrédulité vive qui a tendu ses épaules. Son mari s'est penché pour parcourir les lignes, sa bouche pressée en une ligne plate et mécontente. Je ne pouvais pas entendre chaque mot à travers la porte, mais le volume de leur voix a monté rapidement. J'ai saisi des fragments, des accusations sur la famille et la loyauté, et le fait de transformer quelque chose de privé en quelque chose d'officiel. Les enfants changeaient de pied, regardant entre les adultes et ma porte silencieuse. Chaque pic de frustration de leurs parents résonnait dans le couloir. Je gardais mes mains sur les côtés et me concentrais sur ma respiration. C'était le moment où chaque oui précédent les avait entraînés à s'attendre à une réponse différente. La pression dans leur voix ne m'a pas fait bouger. Je leur avais donné ma réponse il y a des jours avec des mots, c'était maintenant la version écrite soutenue par des règles qui se fichaient de savoir depuis combien de temps ils se reposaient sur moi. Finalement, le bruit a changé. Les fermetures éclairs ont crissé. Le tissu a raclé contre le sol. Les sacs à dos ont été soulevés au lieu d'être laissés derrière. Le petit groupe de corps s'est éloigné de ma porte, les pas s'estompant vers l'ascenseur. Il y a eu une dernière explosion de voix élevées, puis les portes se sont fermées avec un cliquetis étouffé. Quand j'ai ouvert la porte quelques minutes plus tard, le couloir était vide. L'enveloppe gisait sur le sol juste à l'intérieur, la note repoussée sous le seuil, froissée. Je l'ai lissée, pliée à nouveau et placée dans la poche avant de mon sac à dos à côté de ma carte d'embarquement. Cela ressemblait moins à un avertissement maintenant et plus à une ligne tracée à l'encre que j'avais l'intention de tenir. La première chose que j'ai faite après que le couloir soit redevenu silencieux a été de verrouiller à nouveau le pen dormant. Mes mains tremblaient encore, mais pas de peur,
c'était plutôt comme le tremblement qui survient après avoir finalement posé quelque chose de lourd que vous avez fait semblant de porter facilement. J'ai posé mon sac à dos sur la table, sorti la note froissée de la poche avant et je l'ai lissée avec ma paume. L'encre semblait plus sombre maintenant qu'elle avait fait son travail. J'ai pris une photo de la page avec mon téléphone et une autre du couloir vide à l'extérieur, pas de sac à dos, pas d'enfant, personne qui attend. Les images sont allées dans un dossier que j'avais commencé la veille, assise devant mon ordinateur portable alors que le portail des résidents était ouvert dans une autre fenêtre. J'ai nommé le dossier quelque chose de simple que je ne serais pas gêné de montrer plus tard si je devais le faire. Quand la loge a ouvert, je suis descendu. Valérie était là encore avec une tasse de café et une pile de formulaires de maintenance sur son bureau. J'ai attendu qu'elle termine un appel, puis je lui ai dit que la situation dont nous avions parlé la veille avait failli se produire. J'ai gardé ma voix égale en décrivant les sacs à dos, les enfants et la dispute à travers la porte. Je lui ai montré les photos et la note. Valérie a écouté sans m'interrompre, elle a regardé les images, puis a affiché le flux de la caméra de mon étage sur son écran. J'ai regardé son expression changer par petits incréments prudents alors qu'elle faisait défiler les images. Elle n'a pas fait de grimace dramatique ni de halètement, elle a juste hoché la tête lentement et a dit qu'elle en voyait assez pour comprendre ce qui s'était passé. Elle a imprimé une copie de la politique de l'immeuble sur le fait de laisser des mineurs sans surveillance dans les parties communes et a surligné les parties qui s'appliquaient. Elle a dit qu'elle déposerait un rapport d'incident et joindrait les captures d'écran des caméras ainsi que les photos que j'avais prises. Son ton restait calme, presque routinier, et cette stabilité rendait la respiration plus facile. Avant que je parte, Valérie m'a demandé si je m'attendais à ce que ma famille revienne pendant que j'étais hors de la ville. Je lui ai dit que j'espérais que non, mais que l'histoire suggérait qu'ils pourraient réessayer s'ils décidaient qu'ils étaient assez désespérés. Elle a noté mes dates de voyage et a dit que si quelqu'un essayait de laisser des enfants à ma porte pendant mon absence, le personnel appellerait la police et noterait que j'avais déjà refusé de prendre la responsabilité. Il n'y avait rien de tranchant ou de menaçant dans ces paroles, c'était juste la procédure, et la procédure était exactement ce dont j'avais besoin. De retour à l'étage, mon téléphone s'était rempli d'autres messages. Ma sœur avait envoyé une série de textos courts qui alternaient entre me traiter de sans-cœur et prétendre qu'elle n'avait jamais vraiment prévu de s'éloigner des enfants. Mon père a ajouté qu'impliquer l'immeuble et mentionner tout type de rapport allait trop loin. Ma mère a envoyé une ligne disant que c'était une affaire de famille qui devait rester au sein de la famille. J'ai tout lu une fois, puis j'ai tapé un seul message en retour dans le groupe. J'ai écrit que je ne discuterais plus de la garde des enfants, que j'avais rendu mes projets clairs par écrit et que quiconque viendrait à ma porte en s'attendant à ce que je prenne les enfants serait renvoyé. Je ne me suis pas défendu et je n'ai pas énuméré les fois où j'avais aidé par le passé, je ne leur ai pas parlé du dossier sur mon téléphone ni du rapport que Valérie déposait. J'ai juste énoncé à nouveau les limites et mis la discussion en sourdine. Le reste de cette semaine a avancé par sauts inégaux. Le travail semblait à la fois normal et légèrement flou, comme si mon boulot se déroulait derrière une vitre. Les collègues parlaient de leur propre voyage de printemps, débattant sur la taille des bagages et les escales. Je répondais aux emails, finissais les tâches et rayais des éléments de ma liste, mais une partie de mon esprit restait dans ce couloir, rejouant l'image des sacs à dos alignés contre ma porte. Chaque soir, je passais devant les portes de mes voisins et je me demandais combien d'entre eux avaient entendu les voix élevées ce matin-là. Les immeubles niçois ne sont pas construits pour l'intimité, le son traverse les murs comme de l'eau. J'ai ressenti une lueur de honte à la pensée de la dispute de ma famille se déversant dans le couloir, puis je me suis souvenu de qui l'avait amené là et pourquoi. 2 jours avant mon vol, un email du bureau du syndic est apparu dans ma boîte de réception. Il m'était adressé mes écrits dans le style formel qu'ils utilisent quand quelque chose pourrait devoir être ressorti plus tard. Il résumait l'incident, référençait les images de la caméra et rappelait la politique sur les mineurs dans les parties communes. Il se terminait en confirmant que l'immeuble comprenait que je n'avais pas accepté de fournir une garde d'enfants et que le personnel réagirait en conséquence si une situation similaire se produisait. Je l'ai lu 2 fois et j'ai enregistré une copie dans le même dossier que les photos. Voir tout exposé dans un langage neutre rendait la chose plus réelle que n'importe quelle conversation familiale ne l'avait jamais fait. Il n'y avait pas de culpabilisation dans cet email, pas de discours sur la loyauté ou le sacrifice, juste des faits et des responsabilités. La veille de mon départ, j'ai emballé les dernières de mes affaires. La fermeture éclair de la valise s'est fermée avec un son final solide. J'ai réglé mon alarme bien avant le lever du soleil, organisé un ramassage VTC dans l'application et revérifié que ma carte d'embarquement était toujours dans mon sac à dos avec mon passeport et la note pliée. L'appartement semblait différent avec tout rassemblé près de la porte,
comme si la pièce elle-même se préparait à expirer. Mon téléphone s'est allumé une fois de plus sur le comptoir, un nouveau message de ma sœur attendait en haut de l'écran, plus long que les autres. Je ne l'ai pas ouvert. J'ai retourné l'écran vers le bas, glissé le téléphone dans mon sac et l'ai laissé là. Pour la première fois depuis longtemps, j'allais commencer un voyage sans attendre une demande de dernière minute pour me retenir. Quand je me suis finalement couché, la circulation de l'aéroport à l'extérieur se fondait dans un flux constant et bas. Les avions s'élevaient dans l'obscurité, se dirigeant vers des endroits où personne ne savait rien de ma famille ni des disputes qui avaient rempli notre discussion de groupe. J'ai fermé les yeux et laissé cette pensée s'installer. Au matin, je les rejoindrai. Le matin est arrivé tôt, et pour une fois, la seule urgence dans la pièce était la mienne. Je me suis habillé, j'ai attrapé mon sac à dos et vérifié le verrou par habitude. La carte d'embarquement, l'email imprimé du syndic et la note pliée étaient ensemble dans la poche avant comme une petite pile de preuves que j'avais le droit de vivre ma propre vie. Dehors, un autre avion passait bas au-dessus de l'immeuble, et pour la première fois, cela ressemblait à une invitation plutôt qu'à un bruit de fond. Le trajet jusqu'à l'aéroport s'est déroulé sans incident. Mon téléphone vibrait régulièrement dans ma main, mais j'ai laissé l'écran sombre. Le chauffeur parlait des vols matinaux et des longues files d'attente à la sécurité. Je regardais la ville défiler et laissais la distance grandir entre moi et le couloir où ma sœur avait essayé de laisser son problème à ma porte. Au moment où je me suis assise à la porte d'embarquement, entouré d'inconnus aux prises avec leurs propres bagages et projets, les attentes de ma famille semblaient plus petites qu'elles ne l'avaient jamais été. Quand l'avion a décollé, Nice a rétréci en un patchwork de rues et de lumière sous l'aile. J'ai regardé par le hublot et réalisé que personne ne pouvait frapper à ma porte, personne ne pouvait pousser des sacs à dos contre elle, personne ne pouvait exiger quoi que ce soit de moi à 10 000 mètres d'altitude. Quoi qu'il décide de dire sur moi maintenant, cela se passerait au sol sans ma participation. Les vacances de printemps ne se sont pas transformées en un montage de film sur la guérison, elles m'ont juste donné une semaine où mon nom n'était pas un raccourci pour une garde d'enfants gratuite. J'ai dormi sans garder une oreille attentive aux messages. J'ai passé des matinées lentes autour d'un café avec des amis qui me connaissaient en tant que personne et non en tant que ressource. Quand je parlais de mes projets, de mon travail ou de ce à quoi je voulais que l'année prochaine ressemble, personne ne m'interrompait pour demander si j'étais libre pour les aider ce week-end-là. L'absence de cette question était plus forte que n'importe quelle excuse que je n'ai jamais reçue. Une fois, par habitude, j'ai ouvert le groupe WhatsApp familial. Il était plein de longs paragraphes sur le devoir, la loyauté et ce que signifiait faire partie d'une famille. Les mots étaient assez familiers pour que je puisse presque les réciter, mais quelque chose en moi avait changé. Au lieu de faire défiler jusqu'à la fin et de taper une défense, j'ai fermé le fil et je suis retourné à ma journée. L'ignorer ressemblait moins à une fuite qu'au refus de me tenir dans un tribunal où je n'avais jamais accepté d'entrer. Quand je suis rentré, mon appartement ressemblait exactement à la façon dont je l'avais laissé, pas de sac, pas de jouets, aucun signe que quelqu'un avait essayé de tester les limites que j'avais fixées. Une lettre du syndic attendait dans ma boîte aux lettres, une version finale du rapport d'incident que j'avais déjà vu. Elle décrivait la scène du couloir dans un langage sec et prudent, et confirmait que l'immeuble comprenait que je n'avais jamais consenti à tout cela. En lisant ces phrases, j'ai ressenti une sorte de validation que ma famille n'avait jamais offerte, quelqu'un en dehors de l'histoire convenant que mes limites étaient raisonnables. Ma sœur a cessé de venir à ma porte après ça. Elle est passée à parler de moi dans des endroits où je n'étais pas invité, principalement lors des dîners chez mes parents. D'après ce qu'ils ont répété plus tard, elle se présentait comme épuisée et abandonnée, une mère forcée de tout porter seule pendant que je me choisissais moi-même. Quand ils ont mentionné la politique de l'immeuble et le risque de laisser les enfants sans surveillance, le ton à sa table a changé. Pour la première fois, les conséquences n'étaient pas juste mon imagination ou ma menace, elles étaient une mesure de la proximité avec laquelle elle avait failli franchir une ligne qu'aucun de nous ne pouvait ignorer. Dans les mois qui ont suivi, nos rôles se sont réorganisés. Mes parents ont commencé à planifier leurs propres visites avec les enfants. Au lieu de supposer que je serais toujours disponible, le groupe de discussion est devenu silencieux de mon côté, je l'ai bloqué et j'ai gardé un fil plus restreint ouvert uniquement avec mes parents, à une condition, si la conversation se transformait en discussion sur mes choix, je me retirerais. Je le pensais vraiment, et ils l'ont appris à la dure. Quand j'ai arrêté de répondre quelquefois et que je ne me suis pas précipité pour raccommoder les choses, couper ma sœur de ma vie quotidienne ne ressemblait pas à une vengeance, cela ressemblait à croire enfin ma propre version de l'histoire. Pendant des années, j'ai cru que l'amour signifiait absorber tout ce que les autres ne pouvaient pas ou ne voulaient pas gérer. Chaque fois que je disais oui contre mon meilleur jugement,
je leur apprenais que mon temps ne coûtait rien. Dire non n'a pas soudainement changé qui ils étaient, mais cela a changé ce que j'étais prêt à permettre. S'il y a une leçon dans tout cela, c'est que les limites ne servent pas à punir les autres, elles servent à protéger les parties de vous qui s'épuisent quand vous les donnez trop librement. La famille peut être une source de réconfort, mais elle peut aussi devenir l'endroit où votre générosité est traitée comme une obligation. Quand cela arrive, se choisir soi-même paraîtra égoïste aux personnes même qui ont profité du fait que vous ne vous soyez jamais choisi auparavant. Je suis encore en train de découvrir à quoi ressemble ma vie sans cette pression constante de tout laisser tomber quand quelqu'un d'autre claque des doigts. C'est plus calme maintenant, parfois plus solitaire, mais cela semble honnête. Mon temps m'appartient à nouveau, ma paix aussi.